transmettre un gros fichier? Non, non. Le prochain, c'est sur YouTube. Et celui d'après, le dernier, c'est sur un site de CBC, en fait. Ça fait partie des films qu'on peut visionner comme à volonté sur le site de CBC. Faut peut-être payer un petit quelque chose, là, mais. Donc, Elephant Machin, là, c'est quoi? Elephant Song. Elephant Song, c'est sur un site de CBC. Donc, mais les coordonnées se trouvent probablement dans le programme. Oui, bien sûr. Bien, écoutez, on va peut-être commencer. On peut, essayer de... C'est un film qui est finalement assez complexe. Il y a beaucoup de personnages divers qui interviennent et très subrepticement, si bien qu'on n'a pas le temps de les mémoriser, que déjà ils sont partis. Et enfin, c'est un film vraiment. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre entièrement. Enfin, je ne peux même pas prétendre avoir entièrement compris. Moi non plus. À un moment donné, je lâchais prise. Là, bon, OK, c'est un film noir d'atmosphère. Je n'ai pas trop essayé de comprendre c'était quoi les constellations de réseaux de pouvoir. Là. Bon, je ne pourrais pas l'expliquer très encore tellement. Mais moi, il y avait la barrière de la langue. C'était quand même en anglais, là, essentiellement, le film. Pas très, très. Moi, je ne suis pas vraiment bilingue. Alors, oh mon Dieu, je me surprends 2 fois. J'ai écouté en 2 morceaux. La première fois, je tombe endormie dessus. Ah oui. Ben, ça demandait beaucoup de concentration. J'étais très fatiguée, mais. En tout cas, ouais. Mais oui, c'est complexe. Mais il paraît que Rania a bien apprécié le film et Oui, bien. tu l'as compris facilement, toi? C'est pas ce que j'ai dit, non? Ah, ok. J'ai bien, sur le plan cinématographique, j'ai bien apprécié le film, oui. Et c'est mon préféré à date de ce qu'on a regardé. C'est celui que j'aime le plus. Voilà. Oui, la façon que c'est tourné, hein, les images, c'est vraiment. Oui. Moi, j'ai dû me documenter sur l'histoire récente des États-Unis et de Cuba pour avoir une meilleure idée du contexte. Si vous voulez, on pourrait commencer en tout cas à démêler le film avant de l'interpréter parce que si chacun pouvait dire au fond qu'est-ce qu'il a compris du film, on pourrait comme ça arriver au bout de nos peines. Est-ce qu'il y a Moi, déjà... j'ai compris. Oui, ah oui, vas-y. J'ai compris que c'était une question de mafia, un peu, que il y avait la French Connection avec le Québécois et puis la mafia italienne des États-Unis qui se mettaient un peu ensemble pour pouvoir fournir des armes et de la drogue aux gens qui en ont besoin. Donc, ils étaient à Cuba quand la situation politique leur permettait, qu'ils pouvaient facilement transiter les armes et la drogue. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire de la baie des cochons, donc ils ont dû sortir de Cuba. Ils ont fait ça plutôt avec le Mexique et puis la Colombie, je crois. L'Indonésie, je pense aussi. Et c'est ça, après, comme ils se sont fait prendre aussi pour les États-Unis, pour l'Amérique, ils ont été faire ça en Indonésie. Mais il y avait une question je veux dire, le politique et le business, il était lié. Je dirais qu'il y a un rapport avec les communistes et le fait de leur fournir des armes pour qu'ils puissent
puissent se battre. Hmm. C'est ça. D'ailleurs, il semble avoir une répétition à ce niveau-là entre Cuba et l'Indonésie. Hein. C'est comme si le scénario était décalé. Hein. Sauf que là, évidemment, disons, à cette époque-là, au milieu des années 60, il y avait une sorte de surenchère gauchiste, maoïste dans le gouvernement, enfin, dans la vie politique indonésienne qui se voulait déjà révolutionnaire. Et puis donc, probablement, qu'un de ceux à qui ont voulu vendre leurs armes, c'était un de ces comploteurs militants maoïstes avant qu'il y ait la fameuse dictature qui élimine tout ce qui était à gauche en 65. Là. Donc, deux révolutions qui tournent complètement dans des directions opposées, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les révolutionnaires donnaient la drogue et nos acolytes leur donnaient des armes en échange. C'est ça. Donc, il y avait un échange armes contre drogue. Et, mais d'un côté, ils ont donné des armes à Castro et Castro a réussi à prendre le pouvoir. Et d'un autre côté, ils ont donné des armes à Sukarno et Sukarno a réussi à massacrer Non, 500. non, 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 tu mélanges là. Sukarno était déjà au pouvoir depuis l'indépendance, tu vois, mais il commençait à être débordé par des types encore plus à gauche, hein. Et c'est probablement eux qu'on voit. Et puis, bon, Sukarno a été mis au rencard par l'armée, puis là, c'est avec Suharto, hein, c'est les noms se ressemblent. Suharto qui a carrément décimé tout ce qui était à gauche à ce moment-là. C'est ça. Il y a eu un demi-million de morts, là. C'était un massacre effroyable en Indonésie à ce moment-là. Le Parti communiste, qui était extrêmement puissant, a été décimé. Ouais. On voit ça, cette histoire-là est très bien racontée dans le film The Year of Living Dangerously avec Mel Gibson et Sigourney Weaver, un film australien. Là. Bon, ça a eu ça bien connu dans les années 80, là, mais c'est vraiment cet épisode très dramatique de l'histoire d'Indonésie. Dont on ne parle pas souvent, pas assez pour l'ampleur que ça avait. Là. Oui, effectivement. Toujours est-il que dans le film qu'on a vu, c'est le personnage principal, c'est Rivard, et le drame qui se vit là, c'est au fond pourquoi Rivard, au lieu de bien gagner sa vie et de finir ses vieux jours tranquillement, il a été pris. Pourquoi il a été pris par la police et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait été trahi et par qui a-t-il été trahi? Bon, c'est ça la question qu'on a du mal à comprendre, non? Il y a On comprend qu'il aussi... a été. Vas-y, Voilà, vas-y. non, vas-y. En fait, je voulais juste parler du rapport de force qu'on voit là entre la politique et le business, en quelque sorte, et comment l'un influence sur l'autre et l'un déstabilise l'autre. Si ça va pas en politique, ça va pas dans le business, puis si ça va pas dans le business, c'est pareil, ça influence sur la politique aussi. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire Ben, oui, en fait, ce que je veux dire, c'est, par exemple, ça a commencé à Cuba, ça marchait très bien, ils gagnaient de l'argent, ils faisaient leur affaire et tout. Puis au moment où ça n'allait plus, et qu'il fallait aller ailleurs parce que c'était plus rentable pour eux, donc ça a un peu déstabilisé leurs affaires. Puis dans les endroits où ça va plus ou moins bien, il y a une porte ouverte grâce à la politique généralement. OK. Là, c'est plus fructueux. Il y a une ouverture pour pêcher en eau trouble. C'est ça. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont protégés par la CIA, c'est ça que j'ai compris aussi.
c'est la CIA qui tire un peu les ficelles, Et fait qui se sont rencontrer. associés à la mafia, à la Cosa Nostra. Ouais. Mais bon, le personnage principal qui a fait complètement virer de bord les choses, c'est le fameux Cohen, L'agent, l'agent Cohen. Euh, c'est, c'est lui qui a reçu le message avec la photo de la plaque de l'auto et le signe Laredo, le mot Laredo. Hein. Donc, c'est ce personnage qui a été appâté, mettons, par le message en question. Et c'est donc lui qui a repéré l'auto. Euh, alors, il y a une histoire d'auto à éclaircir ici, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a deux autos identiques et le Ruby, le personnage, je crois que c'est Ruby qui était le chauffeur avec sa femme. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé d'auto pour une auto identique. Ça, je n'ai pas compris pourquoi. On leur a recommandé de changer d'auto et ils ont pris une auto identique. Et c'est cette auto identique qui a été attrapée à la frontière de Laredo. Ah, moi, j'avais pas compris ça. Ce que j'avais compris, c'est que ils n'avaient pas changé d'auto, mais ils avaient changé de technique de camouflage de la drogue. Mm. dans les sièges. Ouais. C'est ça. Mais pourquoi? C'est que c'est qu'il y avait deux autos. Une auto qui avait le truc quelque part et l'autre auto qui avait le... En tout cas, je ne sais pas. Ben, il y a l'histoire de l'auto qui va servir. Moi, j'avais compris qu'il y avait une auto qu'il avait utilisée pour simuler comment il pourrait assassiner Kennedy, semble. Ils ont pris une auto pour essayer de voir comment ils pourraient attaquer, comment ça fonctionnerait pour tirer lors du défilé. Ah, ça, je ne l'ai pas vu, ça. Non? C'est moi qui ai mal compris. C'est possible que tu aies bien compris, mais... Là, c'est pas celle-là de l'affaire de la drogue, là, mais c'est quand il y a la fille qui est la blonde là, qui se drogue, là, Oui. elle a conduit un automobile, là, Mhm. puis elle doit l'abandonner pour que les deux autres gars la prennent. C'est pas une auto qui a de la drogue dedans, celle-là. Là. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Ah, ce serait cette auto qui a été utilisée. Ben, c'était une décapotable, pareil comme Ouais. la décapotable dans laquelle était Kennedy. Parce qu'à un moment donné, il parle, c'est sûr, là, c'est en anglais, moi j'ai comme de la misère à tout comprendre, mais quand il parle au tueur, là, le gars qui va tirer sur Kennedy, là, qui se sont servis, dans le fond, là, ce gars-là, ils disent, faut pas que tu blesses, j'ai compris qu'il faut pas que tu blesses d'autres mondes ou tu tireras dans les pneus, ou j'ai pas trop compris là, que c'est qu'il expliquait de comment faire son tir, là, mais Mais ce que c'est j'ai dans ce compris, contexte-là, peut-être qu'il y avait une auto pour se pratiquer. Ou... hmm, C'est-à-dire que ce qu'il lui dit en anglais, c'est que tu vas tirer sur le pare-choc ou sur les roues parce que Kennedy, il a besoin de passer pour un héros. Ah, OK. Ah, c'est ça. Ah, oui, OK. Et donc Harvey Lee Oswald, celui qui a été donné pour étant le meurtrier,
il n'était pas supposé tuer, il était supposé tirer à côté. Et c'est quelqu'un d'autre, donc par conséquent, Hmm. qui se trouve être probablement Jack Ruby, qui a tué Kennedy et qui par la suite a tué Oswald. Donc, Ruby, c'est celui-là qui a ses deux chiens, là? Oui, celui qui se OK. masturbait dans son Oui, bureau. oui, ouais. On s'en souvient. Donc, c'est ça, quand on le voit prendre l'arme là, dans son tiroir, là, puis il dit, je vais aller faire une course, je ne sais pas trop, là, il s'en va justement faire l'assassinat, hein? C'est ça, ce serait ça. Ça semble, J'imagine. à une telle distance, ça semble pas un très bon équipement, là, franchement. Mais Mais il oui, va c'est un tuer revolver. Oswald, peut-être. Il va tuer Oswald. Ouais, peut-être, ouais, plutôt. Je Oui, suis. oui, parce qu'il a tué Oswald avec un revolver. Oui. Oui, parce qu'il était tout proche. Dès qu'il sort, on entend juste après les coups Qu'elle de allait se feu. faire Ah prendre. oui, ça peut pas être lui qui tire, c'est vrai. Il sort, puis là, on entend à la radio que l'attentat vient d'arriver. C'est vrai. Donc, il s'en va tuer Oswald, c'est tout. Donc, on ne sait pas c'est qui a tiré sur Kennedy, on ne le saura toujours pas. C'est vrai. Ça reste mystérieux. Mais c'est quoi la motivation de Ruby, puisqu'il va il va se faire, évidemment, manifestement, il va se faire arrêter en tuant Oswald. Alors, c'est quoi sa motivation dans tout ça? Là? Je ne comprends pas. Oui. La protection de sa femme, parce qu'ils l'ont quand même menacé. Hein? Ah oui? L'agent de la CIA, il est... Oui, Ah bon? ben, à un certain moment, il lui parlait de sa femme, il le menace avec. Il lui dit, oui. Ah, C'était OK. peut-être pour sécuriser ses Ah. proches. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, le fait d'inculper Rivard a servi de couverture à l'assassinat de Kennedy. Mhm. Mhm. Et c'était comme si Rivard attirait l'attention, l'arrestation de Rivard attirait l'attention pour que l'affaire de Kennedy se passe en douceur et dans le secret. Sauf que Cohen, il voulait pas, il a compris la chose et il voulait révéler les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et c'est là que son boss l'a assassiné. Mhm. Donc c'est le boss de Cohen qui a tué Cohen. Mhm. Pour défendre ce qui apparaît comme étant l'état profond. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais je l'ai entendue quelquefois. On parle de l'état profond. Je ne sais pas ce que c'est là vraiment. C'est le grand thème de Trump, en fait. Hein? C'est et de ses alliés, c'est que le pays est sous le contrôle d'un État profond qui est pas responsable envers les politiciens. Puis il s'agit de le contrer, puis de mettre les gens choisis par les politiciens du bon bord à la place, tu vois. C'est ça c'est même le plan pour le prochain mandat, tu vois. Mais c'était l'idée au début. C'est qu'il y a un État profond qui est inamovible, qui penche toujours du même bord, comme les médias, qui produit les fake news, tu vois. C'est le même discours. Ah, Le je deep comprends. fake news, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mainmise de groupes libéraux au sein de l'État et des médias. Puis là, du point de vue populiste, on dit ben c'est ça qu'il faut éliminer en prenant vraiment le pouvoir puis en faisant des purges. Mhm. Alors que là, ce n'est pas le cas. Là, c'est plutôt un état profond qui menace le président et le tue et qui menace le successeur du président et le tue. Écoute, la CIA, FBI, tout ça, ça fait partie de l'État profond. Hein. C'est comme s'il y avait des intérêts
corporatifs là, au cœur de l'État qui prennent le pas sur ceux des politiciens au point, éventuellement, si nécessaire, d'éliminer les politiciens. Donc, ça entre dans une logique d'État profond. C'est qu'il y a des institutions qui sont, comme ils disent, unaccountable, tu vois, qui opèrent en secret, qui font ce qu'ils veulent, qui tirent les ficelles, toutes ces idées conspirationnistes-là, qui opèrent dans le noir. C'est drôle parce qu'on dit ça maintenant, on dit, jusqu'à Trump, le conspirationnisme, c'était une affaire de gauche, en fait. Hein? C'est les gauchistes qui voyaient toujours des complots de trilatéral et de gens non élus dans les coulisses du pouvoir entre le business et le crime et le gouvernement. Et puis ça, c'est passé à droite et depuis, la gauche défend les institutions comme le FBI et tout ça. Défend l'État profond. Donc, les lignes de complot et d'ordre établi se sont comme inversées. Parce que dans l'histoire qu'il nous raconte, il parle que Kennedy veut interdire, je pense, la prospection nickel. C'est cette affaire-là là, qui fait que ça va les conduire à tuer Kennedy. Là. Ça ne fait pas leur affaire à eux autres. Ouais. Là, c'est plus l'État profond, c'est les capitalistes associés à la mafia. Mm-hmm. Il semble que la CIA est impliquée. Bon, alors c'est quand même l'État. Il y a une branche de l'État qui marche avec ça. Tu sais. Oui. Ouais, ça donne des mots de tête, tout ça, je trouve. Ouais. On n'est pas familier. En plus, il y a la commission Warren. Hein? Warren. Non, Warren. l'autre commission. Il y a la commission Clich aussi chez nous. Oui, mais il y a une commission qui précède tout ça. C'est la commission de laquelle on assiste, à laquelle on assiste. Ah oui, oui, c'est là où les rouages secrets de la Cosa Nostra sont révélés par Valaki. Hein? Voilà. Il y a un film qui a été fait là-dessus, je pense, l'affaire Valaki, mais avec Charles Bronson, là, c'est tout un film autour de ça. Et là, on donne un petit extrait de ça où Cohen est dans la porte à écouter ce qui se passe. Là. C'est ça, c'est la commission Mac quelque chose. Ah oui, McCreary peut-être, oui. Non, avec un L. McCarthy, non? Non, ça c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. McLaren, Ouais. McClellan, je crois. Qu'est-ce que tu dis, Bonham? Quoi? McClellan, je crois. McLaren. Ouais. Et le vieux monsieur qui interroge, c'est McClellan, qui interroge le mafioso et qui lui dit de répéter pour l'enregistrement. C'est McClellan. Donc, ce fameux Valaki, il aurait parlé de Rivard. Hein? C'est intéressant à savoir, ça, pour l'histoire. Parce qu'il mentionne un Français, Rivard, là, puis il ne se souvient pas très bien de son nom. Il dit même pardon my French. Ce qui est l'expression qu'on dit quand on dit un gros mot en anglais, on dit bon, pardon my French. Ah oui? OK. Oui. D'ailleurs, côté cinématographique, justement, cette scène-là où on insère des comédiens dans une scène réelle avec les vraies personnes, mais c'est vraiment bien fait parce que on le voit pas du tout là que. C'est vrai, c'est une image d'archive Oui. qui est suivie par une image de. Ah ouais, c'est vrai ça. Oui, mais il y a plein de jeux comme ça avec du vrai, mêlant du vrai et du faux documentaire. Hein? Il y a des petits points de vue comme à la caméra vidéo dans les interrogatoires, là, tu sais.
pour ajouter au réalisme, tu sais. Alors, même la caméra vidéo à l'épaule n'existait pas encore, mais ça met dans une rhétorique en visuel du documentaire, hein, comme si on était là, tu vois. C'est ça qui est ingénieux. En même temps, les ficelles sont grosses. Mais ça ramène en fait à l'épigraphe de tout le film, qui est un extrait d'une déposition de Lucien Rivard, c'est-à-dire ce qui donne le pouvoir absolu, c'est de pouvoir construire sa vérité en pouvant se servir d'éléments plausibles. Hein? Et puis, au fond, ça décrit tant le complot que le médium du cinéma lui-même. Hein? Il y a une sorte d'homologie entre le contenu et le médium ici. Hein? En fait, le complot, en fait, c'est le film lui-même. Ils arrangent des éléments disparates là, pour donner des effets de réel, des effets de comme si on y était. Mais tout ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Hein? Comme un complot, comme arrangé avec le gars des vues. Donc, le cinéaste, c'est un comploteur, en fait. Ouais. Tu disais quelque chose, Bernard? Oui, j'allais juste dire que c'est ce qu'il a fait aussi dans l'autre film. C'était quoi le titre, mais sur le hockeyeur, Maurice Richard, oui. Maurice Richard, ouais, qui mélangeait des images d'archives et des images de... Ah oui, c'est vrai. Toujours est-il que l'emprisonnement de Rivard était vrai, la fuite de Rivard semble avoir été réelle aussi. Bon, il s'est fait prendre après. Au fond, Rivard, il a passé son temps à essayer de comprendre qui l'avait trahi. Et il n'a pas réussi. Nous non plus. Presque. Enfin, nous, on a plus d'éléments que lui. Nous, on sait qu'il l'a trahi ou on peut juste... Mais c'est pas le Français qui l'a trahi. Euh, celui qui l'a trahi, c'est celui qui a envoyé la photo avec Laredo à Cohen. Mais on ne sait pas qui a envoyé ce message. Ah. Mais on sait peut-être, on pourrait savoir si on savait qui a rencontré Cohen les scènes d'avant ce moment-là. Parce que Cohen a été introduit dans le film quand exactement? Ben, moi, je me rappelle au début, mais je peux me tromper, mais il me semble qu'au début, quand il commence à raconter l'histoire, Rivard, il parle de son associé, le Français, qui dit il fait confiance, puis il dit que finalement, il l'a trahi. Il débute l'histoire en parlant de ça. Oui, mais on a l'impression que par la suite, il se détrompe. Comme il continue de voir son copain Paul, là, donc il a comme changé peut-être d'avis. Mais ce qu'on sait, c'est que Paul a rencontré un mafieux dans une voiture et que ce mafieux lui a dit, on n'a pas le choix, tu n'as pas le choix, c'est soit ça, soit... en tout cas, tu dois trahir Rivard. C'est ça. Lui, le Français, il a juste laissé les choses se faire. Il n'a pas prévenu Rivard qu'il allait être trahi. Voilà, c'est ça. Voilà. Exact. Mais le commanditaire, ça semble être le mafieux qu'il y avait dans la voiture, l'américain, le mafieux italien-américain.
Voilà, c'est probable. Et Et ce puis, serait à ce moment lui qui a envoyé les photos et le message. C'est ça. est-ce que c'est le même gars qui lui a rendu visite en prison? Oui. Celui qui a assassiné Rose? Enfin, tué, je sais plus. Celui qui parlait français, là. Ça, c'est plutôt. Ouais. Oui, Cohen, il a une mère française, donc il parle français. c'est lui, oui, oui. Ça, c'est le policier, ça. Oui. C'est Mm. Cohen, c'est le C'est policier. narco, hein? Non, non, pas Cohen, pas l'agent. Il y avait un autre. Oui, Il le a, gars de la CIA, là, c'est Colm Fiore, là. Bon, j'ai oublié son nom. C'est Ah, ça. Maurice. Maurice. Bishop, ouais. Oui, je ne sentais pas. Oui, on ne sait pas ce qu'il faisait dans le décor, là. Il était Ben, Eh tout... en bien, fait, lui, c'est l'agent de la CIA. C'est-tu l'agent de... j'ai de la misère à prononcer son nom, cet acteur-là, mais ouais, lui, là, c'est l'agent de la CIA, lui. oui, oui. Pas Jeffrey Cohen, l'autre. Oui, 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 c'est l'autre. Oui. Oui, l'autre, Cohen c'est n'est Maurice. pas de la Maurice, CIA. tout à fait. Cohen est C'est des Rose à la stupéfiants. fin. Oui, il est un agent des narcotiques, là. ok. Ben non, 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 c'est un agent de la CIA. Ah oui? Ouais. Cohen? Non, pas Non, Cohen. non, 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 on mélange, là. Je parle de l'autre, là. L'autre, celui qui a fait Bon Cop, Bad Cop. Oui, 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 Lui, c'est un agent de la CIA. oui. C'est ça. Mm. OK, ça y est, on est tous d'accord. Au fond la dernière scène du film, là, où il renverse Rose, là, puis on ne sait pas trop qui va la tuer, puis on s'aperçoit à la fin que c'est lui. Ben, ça nous laisse entendre que c'était lui tout le long qui Oui. complotait contre Rivard. Hmm. Bon. Mm. Ouais, c'est comme, ouais, possiblement lui, là, qui a... Pourquoi il l'a fait, c'est pas clair, hein, mais... Ben, c'est je sais pas, moi, pour défendre les intérêts des industries minières dans un pays d'Amérique du Sud. C'est absolument classique, là, puis c'est comme ça que la CIA opérait à cette époque-là. Là, hein. Oui, c'est vrai. On dirait que c'était aussi un peu pour le contrôler, parce que à la fin, c'est comme s'il le laisse entendre que pourrait le faire sortir de prison si jamais il collabore avec lui dans les pays du Moyen-Orient, et puis qu'il Ah a oui. besoin de son Oui, expertise. oui, 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 oui. Oui, Ouais. mais c'est là que Rivard refuse, d'une certaine façon. Hmm. Ouais. En fait, j'ai même pas l'impression qu'il lui proposait de sortir de prison, mais plutôt de collaborer depuis sa prison. Et c'est pour ça que ça n'a pas été très alléchant pour Rivard. Mm. Et puis, il y a ce rôle de la prostituée, hein, parce que c'est clair que c'est une prostituée et, et que le gars de la CIA, son rôle est de recruter des prostituées pour manipuler les gens. C'est ça que Rivard dit au début du film, quand on est dans le bar où tout le monde se trouve là. Quand il parle de ce gars de la CIA, il dit de lui, il, il- il recrute des prostituées pour manipuler les gens. Il dit aussi que Paul aime trop les femmes, c'est un homme à femme, puis c'est une faiblesse, puis
Et tu vois, et Paul le soupçonne toujours de coucher avec Rose. Tu vois, il y a une sorte de point faible de ce côté-là. Voilà. Et puis, c'était peut-être un peu sa motivation pour laisser tomber Rivard, hein, parce qu'il le soupçonnait de coucher avec Rose. Alors, finalement, il n'a pas voulu risquer grand-chose pour le tirer d'embarras. C'est ça. C'est ça. En fait, disons que c'est la seule partie du film qui me paraît compréhensible. C'est la partie où la partie à trois entre les deux hommes et la prostituée. Et, parce que ça succède à tous les films qu'on a vus de lui, où on a des scénarios comparables avec trois personnes là, deux hommes, une femme, avec aussi à chaque fois l'idée accouchement, avortement. Là, il n'y a pas d'accouchement et d'avortement, mais il y a le fait que Rivard est en prison et en même temps, la Rose est dans sa chambre et elle appelle Paul, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Et bon, il ne la sort pas de là, mais euh, quand elle est sortie de là, elle est tuée. C'est un avortement comme. Hein, il y a- donc il y a l'idée qu'on retrouve dans les autres films de euh, deux hommes, une femme, plus un avortement ou un accouchement. On dirait que, au fond, c'est un fantasme récurrent chez Binamé. Il a besoin d'introduire dans ses films ce fantasme-là pour structurer ses films. Il y a Ouais, aussi, il y a une sorte de pendant curieux à ça, où il y a peut-être une sorte de vague forme d'avortement très, très, très précoce, c'est-à-dire le grand masturbateur avec ses deux chiens. Là. Il y a quelque chose de très bizarre dans l'insistance qu'on met là-dessus. Et que ce Oui, soit précisément le Ruby qui est un peu au cœur du complot contre Kennedy. Là, c'est comme, que tout de suite, Rivard prend en grippe comme étant quelqu'un qui est pas complètement humain, normal, qui est aussitôt antipathique. Tu vois? c'est vrai. Quelque chose de malsain chez Ruby dès l'origine, puis qu'on maintient. il y a aussi la scène où Rose, elle est à l'hôpital et elle essaye de les dénoncer. Je pars peut-être trop loin dans les idées, mais c'est comme si c'était une façon de garder la vie à Kennedy, mais personne ne l'a cru. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que la vérité, parce que sa vérité était trop semblable aux conclusions mythomanes des deux autres patients de l'hôpital. Hein? Oui. Tu mets une vérité qui ressemble trop aux affabulations, elle peut pas être prise au sérieux. Mhm. Et c'est un peu cette ambiguïté en fait, sur laquelle joue tout le film, sur comment au fond, ce qui compte, c'est les effets de réel qui Moi, sont. parce que je suis en cours. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Je vais vous rappeler après. Oui, oui. OK. Très bien. Merci. Au revoir. OK. Ouais. Euh, où, où, où on en était, là? Oui, l'idée qu'on peut prendre des morceaux de réel pour construire un récit vraisemblable,
on peut raconter la vérité toute nue, mais comme elle est dans un contexte de choses fausses, on ne la prend pas au sérieux, tu vois. C'est comment ce qui passe pour vérité est une construction. Hein? C'est ça un enjeu du film. C'est ça. Puis c'est l'enjeu aussi du rêve, hein, au fond. Ouais. Parce que Le le rêve, rêve est parfaitement vraisemblable tant qu'on est dans le rêve. Hein? alors qu'il paraît instantanément ridicule dès qu'on se réveille. Ouais. C'est quand même incroyable. Et au fond, je me demande pourquoi la question de la vérité et de la vraisemblance tient un rôle si important et si central dans ce film. Peut-être à cause de la question de Kennedy et de... C'est autour du meurtre de Kennedy que... En quelle année ça a été fait, ce film-là? 2000 quelque chose. Ben oui, Début mais de 2000. Hein? Début de 2000. Ouais. ben non, c'est postérieur à Maurice Richard, me semble, non? 2004-2005, j'ai lu, non? Maurice Richard, c'est quand? 2003, non? Sur le programme, c'est écrit 2007. Ah, OK. C'est vrai. OK. Oui, Ben, c'est 2000. quand même, c'est un peu avant-gardiste de ce qu'on baigne dans le, quelle est la vérité maintenant, hein? C'est quoi la vérité? C'est assez précurseur on nage là-dedans. Là. Maintenant, c'est très difficile de savoir quand on écoute quelque chose si c'est vrai ou si c'est des fake news. Mm. Oui, oui, c'est devenu un thème essentiel. En plus, on ne sait jamais qui. On ne sait pas qui a vendu Lucien, qui l'a trahi. On ne sait pas qui a assassiné Kennedy. On ne sait pas qui a marché sur Rose, qui l'a tué, Ah si, ça, on le sait. la voiture. Mm. Beaucoup d'ambiguïté sur les fêteurs. Ouais. Et, enfin, Mais moi, je note aussi la continuité avec Maurice Richard. Parce que là, c'est aussi une sorte de champion dans son domaine à qui l'establishment nord-américain n'a pas donné son dû, puis a essayé de le mettre au rencard comme une sorte de bouc émissaire, tu vois. ouais. Bon, à la fin, c'est même dit qu'il a. Bon, on mentionne explicitement qu'il devrait avoir une place centrale dans l'histoire criminelle de l'Amérique du Nord, comme si c'était un titre de gloire nationale, là, mais alors, il essaie de rendre justice au grand pionnier du crime canadien-français qui était Lucien Rivard, le Maurice Richard du crime. Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est vraisemblable qu'il ait voulu tuer Kennedy? J'ai l'impression qu'il... Qui ça? Rivard ne voulait pas tuer Kennedy, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est ça? C'est ça? Mais il était au courant il était au courant un peu de ce qui se tramait. Là. Ouais, c'est ça. Il est au pied de la pyramide et pour pas que les gens remontent plus haut, ils l'ont un peu vendu, c'est ça l'impression. Hmm. Ouais, c'est juste un Frenchie, là. Personne, tout le monde va le croire coupable et puis personne ne va s'en soucier bien. Tout le monde. Ah, ben c'est ça, on l'a pogné, là, puis bon, c'était juste ça, tu vois. Et on n'ira pas plus loin. Parce que ben, c'est ça l'idée d'un bouc émissaire. C'est quelqu'un qui ressort un peu du lot, là, qui
qui boitille, qui est vaguement étranger. Donc, si on le blâme de quelque chose, là, tout le monde va croire qu'il est coupable parce que ça fait l'affaire de tout le monde, tu vois. Donc, on va construire une vérité et tout un mythe de vérité autour de ça. C'est-à-dire que moi, quand il a été arrêté, je me suis dit, on va peut-être l'inculper pour l'assassinat ou l'idée d'assassiner Kennedy ou le projet. Et puis finalement, ils ont décidé de ne l'inculper que pour trafic de stupéfiants pour protéger le projet Kennedy. Mm. Bon, je n'ai pas compris en quoi le fait de l'inculper de trafic protège Kennedy, mais bon, c'est pas clair. Ouais, j'ai l'impression que on patauge beaucoup avec ce film. Ouais, moi, j'arrive pas à déceler des structures à interpréter là-dedans, là, où, Ouais, c'est trop fouillis. c'est ça, c'est ça. C'est trop complexe pour c'est comme un camouflage par la complexité. Bon, oui, on pourrait juste se limiter à Cohen, Rivard, Mandolini et Rose. Avec ces quatre-là, on pourrait éventuellement faire quelque chose. Mais bon, J'ai l'impression que l'idée de circulation, elle est quand même pas mal présente parce que il y a la question du libre-échange entre plusieurs parties avec la drogue et les armes. Et la question des voitures aussi, on a noté qu'elle était quand même pas mal importante. Parce qu'elle permettait cet échange-là. Et il y a une scène à la fin qui m'a fait aussi tilter un peu sur ça. C'est quand il explique à Cohen que la voiture, c'est les États-Unis, le badge, c'est qui, les institutions, et le pistolet, c'est la mafia. Et que là, sans le président, la voiture n'a plus de conducteur et que, enfin, ça montre que peut-être il y a quelque chose à faire avec l'idée de circulation c'est vrai. de voiture. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de parler d'auto dans le film. C'est ça, hein. On retrouve aussi une image avec une voie ferrée. Oui, c'est vrai. Fait qu'en tout cas, on vient encore avec une voie ferrée, là. Mm. Je me souviens pas, par contre, le contexte quand il nous montre ça, cette scène-là. J'ai juste remarqué, oh, il y a encore une voie ferrée. C'est le moment où Rose a entendu les deux personnages parler de l'assassinat. Elle est droguée Mm. et il l'emmène et il la jette près de la voie ferrée avec sa voiture. Et curieusement, elle n'est pas morte. Moi, je l'aurais tuée, là. C'est- Elle a le policier qui est là, elle lui dit on va assassiner le président. Elle lui dit oui, oui, oui.
On va t'amener à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais, c'est vrai que il y a ces trois, l'auto, le revolver et le badge, c'est important. Mm. Ouais, elle est importante cette scène parce qu'elle justifie aussi que les policiers se retournent contre eux-mêmes. Je veux dire, c'est son propre chef qui l'a tué, comme c'est son propre associé aussi qui l'a vendu, qui a vendu Rivard. Exact, oui, c'est vrai. Donc c'est comme on change de statut. Au lieu d'être un couple contradictoire, on devient un couple dédoublé, là, Mm. avec un d'entre eux qui est en prison ou bien qui est tué. Dans un cas, il est en prison et dans l'autre cas, il est tué. Mhm. Ouais, Il y a enfin, aussi, il y a aussi Rose qui est quand même exploitée, mais sous-exploitée, dans le sens où on se sert d'elle sexuellement, ou alors elle fait passer des drogues et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui détenait une grande vérité, mais on ne s'est pas servi de ça, malheureusement. oui, c'est vrai. Mm. Et au lieu de s'en servir, on l'a tué finalement, hein. Comme, c'est comme si ce grand secret qu'elle avait était comme une grossesse et qu'il fallait l'avorter. Euh, Mm. 2 fois. 2 fois, oui. Comme, comme le couple aussi, parce que il y a aussi le couple de Québécois, je crois, c'est les Québécois qui se sont fait arrêter à la frontière. Ça représente un peu aussi la sexualité, la procréation. C'est-à-dire, il y a la prostituée qui s'est fait arrêter, qui est aussi la sexualité, et puis le couple qui représente aussi le même signifiant un peu, même si c'est pas pareil. Tu vois. Oui. Qui est interdit d'entrer. C'est- Une tentative avortée de ramener la drogue. oui. Ouais, écoutez, on a fait un bel effort de compréhension. Euh, Peut-être que le film ne se prêtait pas à l'interprétation plus que ça. Quand même.
si on avait été plus proche des événements, peut-être qu'on l'aurait mieux compris. Mais il a passé tellement d'eau sous les ponts depuis ce moment-là. Enfin, les événements qu'on vit actuellement avec Gaza, puis Israël, puis l'Amérique et l'Iran, on est en train d'assister à un feu d'artifice mondial, une apocalypse, comme disait France l'autre jour. Ben, on pourrait dire ça de n'importe quel film historique. Là, je pense pas que ce soit là la question. C'est juste que celui-là est trop touffu. Ouais, On n'arrive pas on ne sait pas par quel bout le prendre pour trouver une structure. ouais. Mais il y a quand même des répétitions, je trouve, parce que quand il y a eu, au début, les choses se passaient bien à Cuba, et puis il y a eu une révolution qui a fait que le système, il a été déséquilibré. Donc là, ils ont changé d'endroit pour faire leur trafic, et ça a causé des trahisons, des discordes et tout ça. Ensuite, il y a eu la même chose avec les États-Unis. Le président, il s'est fait assassiner. Pareil, il y a encore d'autres alliances qui ont sauté entre la police, là, cette fois-ci. Et c'est juste qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en Indonésie, parce que je connais pas non plus l'histoire de l'Indonésie, mais j'avais quand même la répétition il y a un système qui a été établi où il y avait un libre-échange d'armes, de drogue et tout ça, jusqu'au moment où il y a eu une révolution. Le pouvoir en place, il a été destitué à Cuba. Ensuite, ça s'est fait aux États-Unis, et puis le Hmm. film s'est arrêté là. Il y a une Ouais, chose qui m'a frappé euh, au début du film, quand Rivard un peu se présente, il dit que comment il a choisi son modèle d'affaires là, en introduisant la drogue, ces affaires-là. Parce que bon, l'après-guerre, c'est comme une époque vraiment du plaisir, de la consommation, et eux ont misé là-dessus. Hein? C'était une bonne affaire. Bon, et puis, bon, ils avaient une expression comme ça commerciale là-dessus. Euh, euh, comme quoi ils avaient comme euh, sinon monopolisé, du moins pris une bonne part d'un marché émergent, quoi. Hein? C'est une bonne, et que ça faisait partie intégralement, finalement, de la société d'abondance, de consommation, de libération de tout, des baby boomers. Hein? oui, C'était ça oui. l'illusion. Au fond, c'est le côté sombre de l'émergence du modèle de libidinal ou de désir ou de construction de soi des baby boomers. Hein? D'un côté, c'est l'intoxication, l'addiction à des sources très, très puissantes et très spécialisées de jouissance. Et l'envers de ça, c'est le crime et des escalades de violence et de complots. Ouais. Donc, il y a une clé de lecture qui nous est livrée, là. Mm. C'est une sorte de. C'est une sorte de. Parce que, bon, bien les autres films marchent bon, sur le mythe de la Révolution tranquille et tout ça, mais ça nous montre un envers de ça, c'est-à-dire que euh, ça nous montre un Québécois qui a participer dans ce nouveau modèle de société de consommation, et notamment son paradigme dans la consommation de drogue, et avec tout ce que ça implique, il est au milieu de tout cet appareil de magouillage planétaire, hein, au lieu de voir le sort de grand récit national où on entre enfin dans une modernité assumée, puis tout le monde fait ce qu'il veut, puis tout est merveilleux, puis ça montre l'autre face de ça. Ouais. Mais ils ont quand même essayé d'associer le Québécois à l'idée révolutionnaire quand Exactement, oui, oui.
Ça, c'est un petit peu iconoclaste aussi, là, qu'eux aussi font partie de cette constellation entre la drogue, évidemment, dans un modèle où, à l'autre bout, il y a la CIA, quoi. Hein? Ça se veut comme anticolonialiste et tout ça, mais ça fait partie des mêmes réseaux commerciaux que ceux de la drogue et de l'industrie minière. C'est pas moyen d'y échapper. Oui, c'est ça. C'est vrai pour les maoïstes en Indonésie aussi. C'est ça, l'espèce de leçon d'histoire cynique qu'on nous fait passer. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a cette allusion aux générations là, qui est importante. Je- La génération des boomers est sur son déclin. Et bon, elle gouverne le monde encore aujourd'hui, mais Mais le- pas pour longtemps. Hein. ben, c'est ça. Ils ont tous 84, 85 ans, ils sont encore au pouvoir. Ils se relayent, tu sais, et de l'autre côté, tu as la jeunesse américaine qui descend dans les rues pour défendre Gaza. C'est bizarre, hein? On dirait que c'est vraiment une question de génération. Euh, Mais bon, on ne saura peut-être pas la nouvelle génération de quoi elle est capable. Mais le premier film, en fait, portait sur la génération X, hein? La première génération post-boomer. Hein? Ah, Ouais. Puis c'était ça, ces films des années 90. Puis ensuite, il a fait une sorte d'archéologie de l'imaginaire boomer, là, des étapes préliminaires à ça. Puis là, il nous montre ses turpitudes intérieures. Mais il va revenir finalement à la génération Y, sinon Z, dans notre prochain film. Ou celles qui sont nées avec l'Internet, tu vois. ouais, ouais. Alors, la génération dont tu parles, c'est plutôt la génération Z. La Les dernière venue, là, manifestants woke, etc. d'aujourd'hui, c'est la génération Z. après, il n'y a plus rien. Oui, hein, c'est ce que ça suggère. Ben, si on fait comme avec les pas les tempêtes, mais les ouragans, on peut aller dans l'alphabet grec après. Oui, oui, c'est ça. Génération alpha. C'est ça. Bon, puis là, une fois qu'on va avoir fini les lettres grecques, là, on ne sera plus sur la terre, personne. On va voir ça depuis l'œil de l'ouragan, Ouais. du cyclone par en haut. Bien, écoutez, on a fait le tour autant que possible, hein.